Bonsoir à tous, bienvenue dans 27, l'émission de débat d'actualité européenne et citoyenne. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, faut-il en finir avec la fast fashion? Pull ou robe à moins de 10 €, t-shirt à 2 €, manteau à moins de 30 €. Cette mode de piètre qualité, très polluante et à prix rikiki, inonde les tiroirs de millions d'Européens. Face à ces méthodes de production indignes, des marques éthiques tentent de changer le modèle, mais à quel prix? Peut-on s'habiller sans détruire la planète ni exploiter les employés des usines quand notre pouvoir d'achat est en berne? Évidemment, nous entendrons les analyses et les témoignages recueillis lors de notre séance de réflexion organisée avant chaque émission. Et pour en débattre, nous recevons deux invités. Dana Thomas pense que la fast fashion sacrifie la planète et les droits humains sur l'autel du profit. Jagoda Divic, quant à elle, défend les intérêts d'une industrie textile plus forte et compétitive en Europe. Notre reportage nous conduira en Suède où une entreprise collecte des millions de vêtements pour produire un nouveau matériau grâce à un procédé qui se veut révolutionnaire. Et enfin, dans notre grand entretien, je recevrai le sociologue Frédéric Godard. Depuis près de 20 ans, il analyse les codes de la mode et du luxe sous toutes ses coutures. Voilà, c'est le programme de 27, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat comme chaque semaine. À mes côtés, Corentin Chrétien-Drose. Buonasera, Corentin. Buonasera, Nora. Quelle langue c'est? C'est le romanche, la 4e langue nationale suisse. Ah, il y a 4 langues nationales en Suisse. Eh bien, écoutez, voilà, on aura déjà appris quelque chose. Corentin, vous allez nous parler des chiffres, des données, mais aussi être le porte-parole du débat que nous organisons en ligne avec des citoyens européens avant chaque émission. Oui, et cette semaine, pour une fois, tout le monde était très bien habillé. Au moins, on avait même un collectionneur de sneakers avec un mur de basket derrière lui, mais aussi des professionnels de la mode et aussi des activistes qui tentent de la changer, la mode, de la rendre plus durable. Et puis enfin, des anciennes addicts, accros à la fast fashion, qui tentent de ne plus s'acheter une robe par semaine. De mon côté, Nora, vous avez vu, j'ai mis une chemise. Oui, mais comme toutes les semaines, mon cher Corentin. Je précise que ce débat est visible en intégralité sur le compte YouTube de l'émission. Alors, qu'est-ce que la fast fashion? Quels sont ses effets secondaires? Vous avez résumé ce débat, Corentin. C'est votre pourquoi de la semaine. Avant, la mode c'était nul. Quand on n'était pas riche, on portait des fringues moches qui duraient tout l'hiver. Et l'été, on portait les mêmes. Heureusement, il y a 30 ans, l'Europe a inventé la fast fashion. La fast fashion, c'est la production rapide et pas chère de vêtements. Avant, la mode produisait 2 ou 3 collections par an. Maintenant, il y en a jusqu'à 50 chaque année. Aujourd'hui, les robes valent 10 balles et les manteaux en valent 13. Résultat, on les achète. Chaque année, plus de 6 millions de tonnes de vêtements sont vendus en Europe. 12 kilos par personne et ça augmente. Ça tombe bien, achetez trop, c'est le but. Pour que ce modèle de vente à très bas coût de vêtements de piètre qualité, peu durables, fonctionne, il faut produire en volume. Donc la fast fashion porte en elle ce modèle prédateur où on surproduit à des fins de rentabilité. L'industrie de la mode vend 100 milliards de vêtements par an, 2 fois plus qu'en 2000. Et une fois qu'on les a entassés dans nos dressings, on ne les met pas. La moitié des vêtements achetés par les Européens n'ont pas été portés en un an. C'est vrai qu'ils étaient pas chers, ces pulls. Mais en vrai, vous les avez bien regardés? Ces vêtements sont si mal faits qu'ils ne peuvent pas être réparés, donc on les met à la poubelle. C'est du prêt à jeter. C'est leur modèle économique. Beaucoup d'habits sont produits et certains ne seront jamais portés. C'est plus rentable pour H&M, Zara, Primark de surproduire et de détruire en fait. Nos pulls moches et nos robes démodées finiront en mer ou dans l'atmosphère. 85% des déchets retrouvés sur les plages sont des textiles. Chaque seconde, l'équivalent d'un camion benne de vêtements est brûlé ou jeté. Et la planète, elle avait qu'à mieux s'habiller. C'est de la destruction de la planète. La fast fashion a une grande responsabilité dans la crise climatique. On associe encore cette industrie au glamour et aux paillettes. Mais quand on regarde derrière le rideau, ce n'est pas vraiment le cas. Alors on fait quoi? On ne porte plus rien? On tricote? On achète d'occasion? D'occasion, non. Parce que j'ai pas envie de mettre mes pieds là où il y a déjà eu des pieds. Dommage, tonton. Tu peux plus aller sur la Lune. Mais au fond, est-ce vraiment sur les acheteurs qu'il faut mettre la pression ou au contraire? Doit-on rhabiller les industriels pour l'hiver? Les sanctionner? Les empêcher de surproduire des habits jetables? Demain, pourra-t-on s'habiller bien
sans exploiter les autres? Est-ce qu'on pourra rester stylé sans détruire la planète? Doit-on rhabiller les industriels pour l'hiver? Justement, c'est ce qu'on vous propose d'explorer. Dana Thomas, bienvenue. Vous êtes auteure et rédactrice en chef du développement durable pour le magazine Vogue au Royaume-Uni. Vous êtes l'une des pionnières de la lutte contre la mode rapide. Votre livre Fashion Police mène l'enquête sur les dommages infligés à l'environnement par l'industrie textile, questionnant également les solutions pour les réduire. Jagoda Divic, vous êtes consultante indépendante à la Chambre de commerce croate, membre d'Euratex, la Confédération européenne de l'habillement et du textile. Vous représentez ici l'industrie du textile à l'échelle croate, mais aussi européenne. Vous avez vous-même travaillé dans le domaine de la mode et défendez les intérêts d'une industrie textile plus forte et compétitive en Europe. J'ajoute, par ailleurs, que ces industriels de la fast fashion, évidemment, on les a invités. Ils n'ont pas souhaité venir participer à cette émission. Alors, est-ce que ça veut dire, Dana Thomas, qu'on est arrivé au bout d'un système? Est-ce qu'il faut interdire la fast fashion? Je ne sais pas si nous pourrons un jour l'interdire, tout comme nous ne pouvons pas interdire les fast-foods. Mais ce qui est possible pour nous, c'est de soutenir et parrainer des entreprises qui ne sont pas issues de la fast fashion, afin de leur compliquer la tâche et de réduire leur impact sur la planète, tout simplement en achetant moins. Vous êtes d'accord, Jagoda Divic? Ce n'est pas simple, ce sera un long processus. Nous devons travailler pour que la mode rapide se démode au plus vite. L'Union européenne est un leader dans ce domaine, tout comme Euratex, dont la Chambre de commerce croate est membre. Nous tous, nous aimons les vêtements beaux et pas chers, mais nous devons nous comporter de manière responsable envers la planète. Est-ce qu'on peut imaginer une fast fashion durable? Non, ça n'existe pas. Non. Non, c'est impossible. Pourtant, c'est ce qu'ils nous disent. Non, c'est impossible. Tout simplement parce que leur modèle économique n'est pas durable. Leur modèle économique est basé sur le volume, en surproduisant et en poussant à la surconsommation. En moyenne, on porte un vêtement 7 fois avant de le jeter. 7 fois. Et beaucoup de vêtements vont à la poubelle sans jamais avoir été portés. Parce que c'est moins cher aujourd'hui de se procurer un vêtement neuf que d'aller le mettre au pressing. Donc non. Tant qu'ils proposeront des vêtements à bas prix, en grande quantité, jamais ils ne seront durables. Mais comment c'est possible, Jagoda Divic, qu'on en soit arrivé à ce point? Ce que nous dit Dana Thomas, un vêtement est en moyenne porté 7 fois, voire il reste sur nos portants, dans nos dressings, avec l'étiquette et n'est jamais porté. Comment c'est possible? C'est tout à fait possible parce que nous sommes dans une société de consommation. Aucune autre industrie n'est mondialisée de manière aussi importante que l'industrie textile. Cependant, la société et les médias, et c'est ce que vous faites avec votre émission aujourd'hui, peuvent aider le changement en modifiant la perception que nous avons de la mode en général, des défilés de mode, des magazines de mode, etc. Les industriels du secteur eux-mêmes savent qu'ils doivent changer. Mais c'est un gros business. Il y a beaucoup d'argent en jeu, donc ce sera un long processus. Mais on voit que ces changements, vous le disiez, il y a une dimension économique, mais à terme, c'est aussi des emplois. Oui, absolument. Cela coûte cher de passer à un modèle plus durable et de continuer à faire des affaires. Le coût de ce changement, il doit être intégré au prix du produit. En général, cette mode rapide est trop chère à produire au sein de l'Union européenne. C'est pour ça qu'elle est fabriquée au-delà de nos frontières. Mais j'ai envie de souligner l'importance de la nouvelle stratégie européenne qui est le passeport numérique des vêtements, dans lequel la transparence, la normalisation et la fiabilité des données seront clairement énoncées. Et ce n'est qu'une étape. Dana Thomas, est-ce qu'il va falloir à un moment effectivement taper la fast fashion au portefeuille et faire en sorte qu'il y ait une législation qui se mette en place? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Alors, il n'y a pas que la législation en cours d'élaboration actuellement dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il y a aussi, comme nous l'avons vu aux États-Unis, des procès. Des poursuites sont engagées contre ces entreprises. La seule façon de faire ralentir la fast fashion, c'est de la rendre moins rentable. Parmi les 50 personnes les plus riches du monde, 6 ou 7 d'entre elles sont issues de l'industrie de la mode. Et on y trouve notamment les principaux acteurs de l'industrie de la fast fashion. La tech est la seule industrie qui en compte autant. Cela donne une petite idée de l'argent qu'ils gagnent. Donc oui, absolument, il faut les toucher au portefeuille.
Mais alors justement, Corentin, on a parlé de son impact délétère sur la planète, évidemment, mais la fast fashion a aussi un impact humain. C'est votre constat inquiétant de la semaine. Oui, le constat inquiétant même de l'atelier des Européens que nous avions invités. Dans les années 90, on a beaucoup parlé des sweatshops, vous savez, ces ateliers où des ouvriers, d'ailleurs plus souvent des ouvrières, travaillent dans des conditions épouvantables pour fabriquer nos vêtements. Mais ça continue, on en parle un petit peu moins, mais au Bangladesh, en Inde, on a toujours des ouvrières qui travaillent 14, 16 heures par jour pour des salaires qui peuvent parfois être de 30 centimes de l'heure. Et il y a même pire, selon l'Organisation internationale du travail, il y a encore 170 millions d'enfants qui travaillent dans le monde et la majorité d'entre eux travaillent dans le secteur de la mode. Donc vous le savez maintenant, si votre robe ou votre pull est si peu cher, c'est probablement parce qu'ils ont été fabriqués par des travailleurs exploités. Le mot que j'aimerais mettre en avant ici, c'est l'exploitation. Exploitation des ouvriers textiles, exploitation des femmes. Parce que 80% des gens qui travaillent dans cette industrie sont des femmes, et ce système a un impact négatif sur leur qualité de vie vu la faiblesse de leur salaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui produit à grande échelle. Après, c'est dans des usines plus ou moins bien encadrées, dans des pays plus ou moins bien régulés. Les conditions de travail qui sont mauvaises et tout ça, c'est clair que c'est un gros problème, mais il faut aussi que ces gens dans ces pays travaillent. La marque qui est derrière moi, on ne peut pas la citer, c'est une marque qui a eu des très gros procès dans les années 90 sur les conditions de travail, etc., etc. C'est une marque qui fait quand même attention et qui travaille attention, je pèse mes mots, en régularité avec les lois du pays concerné, quoi. Ils essayent de faire des usines propres, d'améliorer les conditions, etc. Bien sûr, rien n'est parfait. On a eu un dilemme la semaine dernière, car on a reçu des habits de... C'est cette grosse compagnie chinoise de vêtements qui utilise du coton qui vient de régions en Chine où les Ouïghours sont forcés de travailler. Bon, des gens ont fabriqué ces habits, donc quelqu'un va bien devoir les porter jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en état. Donc nous, on a mis un panneau dans notre magasin disant « Ce produit est probablement le fruit d'un esclavage moderne ». Et on a augmenté le prix pour que les consommateurs fassent un choix conscient. Voilà, des produits qui sont le fruit d'une forme d'esclavage moderne. Dana Thomas, pour votre livre, vous vous êtes rendu justement dans des usines au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge. On entend beaucoup parler des Ouïghours, donc, qui sont dans des situations d'esclavage. Le constat, c'est le même ailleurs. Est-ce qu'il est aussi inquiétant ? Oui, j'ai visité des sweatshops au cœur de Los Angeles. Il y en a partout dans le monde. Et ces travailleurs sont payés, dans le meilleur des cas, la moitié d'un salaire minimum. Des gens disent qu'il faut bien leur donner un emploi, mais ce ne sont pas des emplois, c'est du travail forcé. Ils font des heures supplémentaires non rémunérées, n'ont pas de vacances, ne bénéficient d'aucun des avantages que nous considérons comme acquis et qui sont inscrits dans nos lois. Ils font des journées de 18 heures, sont payés pour 8, ils travaillent le week-end, la nuit, et dans des usines qui s'effondrent sur eux et qui prennent feu. Mais Jagoda-Divic, ça veut dire qu'acheter aujourd'hui de la fast fashion, c'est cautionner une forme d'esclavage moderne ? Oui, mais ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Par exemple, au Bangladesh et en Chine, j'ai visité des usines socialement responsables où les travailleurs ont des congés payés. Certes, elles sont moins nombreuses que celles où j'ai pu voir des enfants et des femmes se faire crier dessus. J'ai souvent vu des situations dans lesquelles ces grandes chaînes de mode baissaient les prix d'une manière... C'est vraiment pénible à voir. En fait, ils monopolisent une usine complète, s'entendent sur un prix, et puis à la fin, au moment où la marchandise doit être livrée, ils trouvent 1001 erreurs pour payer encore moins. Mais ce t-shirt, il m'est très difficile d'en parler. Le prix de ce t-shirt est déjà horriblement bas. C'est du dumping, c'est clair et net. Ils continuent à baisser le prix, mettent en danger toute la livraison, tout ça pour obtenir un prix encore plus bas. Ce qui veut dire, à la fin, que ces ouvrières du textile ne toucheront pas leur salaire. J'ai rencontré des gens comme ça, mais j'ai aussi rencontré des fabricants socialement responsables. Il faut que nous changions, que nous nous battions. Alors, on reviendra sur la question de la responsabilité, mais c'est vrai que l'industrie textile, c'est 84% des revenus à l'export d'un pays comme le Bangladesh. On se rend compte du poids que ça représente dans leur économie. Mais Dana Thomas, face à cette concurrence de la fast fashion, est-ce qu'à un moment, les entreprises classiques textiles, en fait, n'auraient pas tendance aussi à prendre ce chemin-là ?
Mais tout le monde prend ce chemin-là. J'ai visité des usines où l'on produit la mode la plus cheap et juste à côté de la mode de luxe, dans la même usine. H&M est le plus grand producteur de vêtements présent au Bangladesh. Mais Tommy Hilfiger y est aussi, Ralph Lauren aussi, et Walt Disney aussi. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Oui, il existe de très bonnes usines, propres et bien gérées, où les travailleurs sont traités correctement. Mais il y en a tout autant qui sont des sweatshops. Je n'avais jamais vu de telles conditions de travail de toute ma vie, nulle part ailleurs. Quand je suis entrée dans un sweatshop au Bangladesh, je me suis retrouvée propulsée dans l'Angleterre du 19e siècle, dans les usines de coton de Charles Dickens. C'était horrible. Horrible. Je suis d'accord. Mais à un moment, on n'a plus de solution. Nous devons simplement faire pression sur les employeurs par le biais de la législation. Les conditions de travail au Bangladesh sont vraiment inimaginables pour nous. Mais ce n'est pas facile de se faire entendre, car il y a eu énormément d'argent investi pour démarrer des entreprises comme Zara, H&M, etc. D'une certaine façon, le problème, c'est les jeunes. Il est vrai que nous aimons les beaux vêtements qui durent plus longtemps, qui ne se froissent pas. Mais les jeunes sont un problème parce qu'ils suivent la mode impulsée par leurs idoles. Et cette mode est bon marché, accessible, branchée, et malheureusement, notre société les pousse à avoir ce type de comportement. Aujourd'hui, nous achetons 5 fois plus de vêtements que la génération précédente, mais en dépensant seulement 1/5 de ce qu'ils dépensaient. C'est bien la preuve que nous surconsommons. Parce qu'on nous y incite, c'est comme une drogue. Et parmi toutes les industries, celle de la mode est l'une des moins réglementées. C'est un peu le Far West. Dans le centre-ville de Los Angeles, là où j'ai visité ces sweatshops, les gens sont payés 2 € de l'heure au lieu de 15 le salaire minimum. Les marques disent « Oh, nous n'étions pas au courant, notre fournisseur a sous-traité, ce n'est pas notre problème ». L'année dernière, l'État de Californie a adopté une loi qui dit « En fait, si, c'est votre problème. Et vous devez payer la différence de 13 $ à chaque travailleur pour chaque heure travaillée. Ça s'appelle du vol de salaire. Mais alors justement, Corentin, ces millions de vêtements produits dans des conditions délétères et dont on vient de parler, est-ce qu'on les porte ? Eh bien, il y a un institut de recherche allemand qui s'est posé la question et la réponse est évidemment non. Le record en Europe, c'est la Belgique. 88% des vêtements qui sommeillent dans les dressings de nos voisins n'ont pas été portés depuis 1 an. La France et l'Allemagne, c'est autour de 68 et 64%. Donc oui, nous laissons nos vêtements à l'abandon. Mais alors, si on les met pas, pourquoi est-ce qu'on les achète ? Alors j'ai envie de vous répondre parce qu'on peut. Effectivement, on a beaucoup parlé sur ce plateau du fait que tout augmente, la baguette de pain, l'électricité, le gaz, l'engrais, sauf le prix des vêtements en valeur réelle. Le prix des vêtements a baissé de 36% en 15 ans. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, on n'a pas économisé, on en a acheté plus. En fait, en 15 ans, les vêtements achetés par les Européens ont augmenté de 40%. C'est un modèle aussi, et c'est ça qu'il faut voir, Jagoda Divic, c'est qu'on est passé de 4 saisons par an, printemps, été, automne, hiver, voilà, à quasiment 52 micro-saisons, ce qui signifie quand même qu'on est dans un modèle où on a accéléré parce qu'on est dans une forme de surconsommation, mais on a aussi, en termes de responsabilité, laissé faire. Absolument. Mais il faut proposer d'autres types de comportements à la jeune génération, afin qu'ils comprennent qu'ils peuvent être des citoyens du futur en utilisant des matériaux durables, des vêtements durables, en envoyant un autre message que celui d'aujourd'hui, imposé par la société de consommation. Oui, mais alors, justement, Corentin, sommes-nous finalement tous responsables de cet état de fait? Consommez moins, c'est intéressant. Je vous propose d'écouter le témoignage de quelqu'un qui ne le fait pas du tout. C'est le youtubeur français fan de basket dont je vous ai parlé. Il a plus de 650 sneakers chez lui. C'est trop, il le reconnaît. D'ailleurs, pour autant, est-ce qu'on doit le culpabiliser? Est-ce que si vous avez plus de 10 paires de chaussures et que vous regardez cette émission en vous sentant un peu coupable, tout est de votre faute? Encore une fois, pas si sûr. Je pense que le problème de base, c'est que d'avoir eu une enfance un peu frustrée, de ne pas pouvoir, entre guillemets, consommer ce que je voulais, c'est que quand j'ai commencé à travailler, la première chose que j'ai faite, parce qu'on est dans un modèle économique qui est comme ça, c'est que j'ai voulu m'acheter des paires. Et après, je me suis créé un besoin qui n'est pas nécessaire. Et aussi, pour moi, les principaux responsables de tout ça, c'est les entreprises, quoi. C'est à eux de faire les plus gros efforts, d'améliorer les conditions de travail si elles sont améliorées,
de peut-être même récupérer les vêtements qui sont dans les déserts, je ne sais où, et puis les recycler elles-mêmes, tout ça. Je suis d'accord que c'est aux marques et aux groupes d'agir et de changer leur modèle économique. Mais ils ne le feront pas si on ne leur demande pas. Nous sommes les consommateurs, mais c'est nous qui dirigeons cette industrie en quelque sorte. Lorsque nous changeons nos habitudes, quand on achète différemment, et c'est ce que montrent les études marketing que beaucoup de marques font, ils regardent notre comportement, comment on consomme, les décisions qu'on prend. Et donc si on décide de s'acheter 600 paires de baskets, le message qu'on leur envoie, c'est « Vous pouvez continuer à produire beaucoup de baskets ». Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à en acheter vraiment beaucoup. N'oublions pas que la fast fashion, c'est un modèle de surproduction, parce que c'est plus rentable pour H&M, Zara, Primark de surproduire et de détruire en fait. Évidemment, il faut qu'on repense nos modes de consommation. Donc pour moi, la responsabilité centrale, c'est sur les pouvoirs publics, c'est l'Union européenne, c'est la France pour empêcher en fait ces modèles d'exister finalement, en tout cas de les rendre coûteux et favoriser les alternatives responsables qui feront de nous les fameux consommateurs et surtout citoyens responsables. Finalement, qui est responsable? Le consommateur, les industries, et on en arrive en fait aux politiques parce que c'est le régulateur là-dedans qui est en dernier lieu responsable du fait qu'on est dans une espèce de jungle où on peut se permettre de surproduire, d'utiliser énormément de ressources pour finalement jeter. L'industrie de la mode produit 100 milliards de vêtements par an, mais n'en vend que 80 milliards. 20 milliards sont jetés avant même d'arriver dans les magasins. La France vient d'adopter une réglementation qui stipule que si une boutique a trop de vêtements et qu'elle n'arrive pas à les vendre, elle n'a plus le droit de les jeter. Un peu comme l'interdiction de jeter la nourriture pour un restaurant. Si ça marche, ça pourrait s'étendre à toute l'Europe. Ça aurait un impact fort sur la surproduction. Mais alors justement, Corentin, le problème selon les Européens de notre atelier, c'est que la clientèle de la fast fashion n'a pas forcément d'alternative. C'est le consensus de l'atelier. Oui, ou alors des alternatives un petit peu compliquées. Je me suis penché d'ailleurs sur les prix, je ne sais pas si vous les connaissez, d'une petite robe noire simple en prêt-à-porter chez Dior, Yves Saint Laurent ou Chanel, entre 2 000 et 5 000 euros. Alors oui, c'est des vêtements qui ont été faits en Europe pour la plupart, dans des conditions un petit peu plus respectueuses de l'environnement et des travailleurs. Mais est-ce que tout le monde peut se les payer? Non, évidemment. En Irlande, il y a en ce moment une crise du coût de la vie à cause de tout ce qu'il se passe dans le monde. Donc les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter de la mode durable qui n'est pas abordable. Moi, j'ai grandi en allant dans les magasins de fast fashion parce que c'est ce que ma famille pouvait se permettre d'acheter. Et c'est la même chose chez les jeunes aujourd'hui. Les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter des vêtements à chaque nouvelle occasion. Et encore moins à la fac, où les étudiants ont souvent besoin de nouvelles tenues pour leurs entretiens d'embauche ou pour passer leur diplôme. Ce ne sont pas que les classes pauvres en fait qui vont dans la fast fashion. C'est malheureusement devenu un réflexe pour l'ensemble. Et donc on a à la fois un petit accessoire d'une grosse marque de luxe et puis le petit basique qui va bien parce que c'est comme ça que se sont positionnées ces enseignes. En fait, le consommateur n'est pas armé aujourd'hui pour consommer autrement. Ce ne sont pas les consommateurs qui sont partis inventer des modèles de fast fashion, d'accélération, du côté éphémère de la mode. Ce sont des modèles éco pour faire du profit. Dana Thomas, est-ce que véritablement on peut dire aux gens il va falloir arrêter et consommer autrement? Oui. Il faut acheter moins et acheter mieux, comme nous le faisons déjà pour plein d'autres choses. L'alimentation, par exemple. Nous achetons de plus en plus de produits bio. Dans les anciens appartements, le placard était grand comme ça. Maintenant, nous avons des dressings, les pièces sont transformées en penderie. Nous avons tellement de vêtements que nous ne les portons pas et ils sont jetés à la poubelle. C'est ça le plus gros problème. Mais alors, l'idée, c'est de rendre ringard le fait de surconsommer. Mais comment on fait concrètement? Mais nous sommes tous victimes du marketing. Et cela a été amplifié par les célébrités qui en sont victimes également. Parce qu'elles arrivent à chaque fois avec un nouveau look sur les tapis rouges. Mais maintenant, ce n'est plus chic. Il semblerait même que ce soit devenu un peu vulgaire. Par exemple, Kate Middleton, la princesse de Galles. Eh bien, elle fait ce que j'appelle le Royal Rewear. C'est-à-dire qu'elle continue de sortir avec le même manteau Alexander McQueen ou avec la même robe en la portant de manière différente. Elle fait son shopping dans sa garde-robe. C'est devenu chic de reporter ses vêtements ou d'en louer. Moi, je loue souvent quand je vais à de grands événements. Pourquoi dépenser une grosse somme d'argent pour une robe que vous porterez 3 fois, même pour un mariage? Porter la robe de quelqu'un d'autre, ça porte bonheur. Moi, j'ai porté celle de ma mère.
Moi, je porterai pas les costumes de mon père. Je suis désolé. J'ai des limites, Dana Thomas. Mon mari portait le costume de son grand-père et il était très chic. Mais justement, vous nous ouvrez la deuxième partie de cette émission sur, voilà, projetons-nous, comment justement on peut faire pour à la fois changer nos imaginaires, changer nos pratiques. Que faire de ces tonnes de vêtements aussi qu'on met au rebut? En Suède, une entreprise les recycle pour en extraire le coton et en faire un nouveau textile plongé dans leur usine. Reportage avec Aglaé Milliard. Sundsvall, au nord-ouest de Stockholm. Dans cette usine unique en Europe, 60 000 tonnes de vêtements sont traitées chaque année. L'objectif, les transformer en fibres textiles afin de concevoir de nouvelles pièces. Dans notre processus, on utilise 100% de textiles usés. Et à partir de ça, on fabrique une pâte, comme celle-ci que l'on vend à nos clients. Et de ce produit, ils vont ensuite fabriquer de la viscose qui servira à remplacer le coton. Comme par exemple ici, pour ce jean 501 Levi's. L'entreprise achète ces ballots de vieux vêtements auprès de centres de collecte partout dans le monde. Ils sont broyés, les boutons et fermetures éclairs retirés, puis l'usine les décolore. Réduite à l'état de pâte, la matière est ensuite filtrée pour en extraire la cellulose. Donc la pâte arrive là-bas, sous forme liquide, c'est une sorte de bouillie. Et elle entre dans ces machines où on en extrait l'eau pour ensuite obtenir une sorte de résidu de filtration, on va dire, qui entre ici dans le séchoir. Puis il en sort la pâte sèche. La circulose, c'est le nom de cette pâte qui, une fois séchée, est découpée sous forme de feuilles, puis expédiée aux clients. Pour le directeur de l'usine, il s'agit du premier matériau circulaire que peuvent utiliser les marques pour réduire leur empreinte environnementale. Si vous regardez la matière que l'on produit, on utilise beaucoup moins d'eau que pour le coton. On a besoin de beaucoup moins d'énergie pour fabriquer nos produits. Nous n'utilisons pas de terre, pas de pesticides, pas d'engrais, etc. Donc il y a beaucoup d'avantages pour l'environnement. Actuellement, l'entreprise ne peut couvrir que 0,07% des besoins mondiaux en fibres de l'industrie textile. Elle prévoit de traiter plus d'1 milliard de vêtements d'ici 2030. Certaines marques, comme Levi's, H&M ou encore l'enseigne danoise Ganni, vendent déjà des pièces produites à partir de circulose. Notre ambition est de réduire considérablement notre empreinte carbone. Nous espérons atteindre environ la moitié des niveaux de 2021 d'ici 2027. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de réduire l'empreinte carbone des produits que nous concevons et vendons. Et Renewcell a un impact environnemental bien plus bas que les usines conventionnelles. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux. Ce nouveau matériau va-t-il vraiment changer l'impact environnemental de l'industrie textile ? À Göteborg, l'Institut de recherche environnementale étudie cette question. Et pour ces chercheuses, fabriquer des vêtements à partir de textiles usagés ne suffira pas à faire de la mode une industrie durable. L'un des risques avec ces nouveaux produits faits à partir de fibres recyclées, c'est qu'ils s'ajoutent à un marché grandissant au lieu de remplacer les produits en fibres naturelles déjà présents sur le marché. Oui, le recyclage du textile fait partie de la solution, mais n'est pas l'unique solution. Le plus important serait de diminuer la production de vêtements et d'allonger la durée de vie des pièces déjà existantes. Et sachant que c'est la fabrication des vêtements qui a le plus fort impact environnemental, utiliser des énergies renouvelables lors de la production serait aussi bénéfique. Les marques n'ont plus le choix. D'ici 2030, la Commission européenne voudrait que les vêtements soient durables, conçus à partir de fibres recyclées, dépourvus de substances chimiques dangereuses et produits de manière éthique. Dana Thomas, vous avez écrit dans le Vogue sur cette usine, mais là, ce qu'on voit finalement, cette capacité peut-être à recycler qui concerne 0,07% de la production, c'est un emplâtre sur une jambe de bois.
Nous abattons 10 ou 15 milliards d'arbres par an, c'est énorme. Et nous n'en remplaçons que 5 milliards. Donc, nous perdons 10 milliards d'arbres par an. Une grande partie de ces arbres sert à fabriquer des tissus, de la viscose, de la rayonne et du modal. Ce nouveau procédé est génial. Il est fantastique, car il permet d'utiliser des vêtements qui existent déjà. Il les retransforme en cellulose et ils sont tissés ensuite en synthétique soyeux, comme la rayonne. Et cela, sans abattre les arbres. Mais ce qu'on entendait dans ce reportage, c'est quand même que ces fibres qui sont effectivement recyclées, ça vient juste s'ajouter à la production. Ça ne remplace pas. Non, cela va nous permettre d'extraire moins de matériaux de la Terre. Nous allons recycler ce que nous avons déjà. Actuellement, nous vivons dans un monde où nous fabriquons, nous utilisons et nous jetons. C'est un mode linéaire de consommation et de production. Maintenant, nous allons passer à la circularité. Nous fabriquons, nous utilisons, nous recyclons, nous fabriquons, nous réutilisons, et ainsi les vêtements retournent dans nos placards et pas dans des décharges. Jagoda Divic, l'Europe, en attendant, elle y croit à ce recyclage. En mars 2022, la Commission a publié une résolution sur une mode plus durable. Elle prévoit d'introduire des normes pour que les vêtements soient à longue durée et recyclables. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir aussi que vous fassiez comprendre à ces industries textiles que vous représentez qu'il va falloir accepter de gagner moins d'argent ? Oui, ils devront le faire. Ils devront le faire. Il faudra tout simplement les obliger à adopter un nouveau comportement selon lequel le pollueur paye et eux, ce sont de grands pollueurs. Aujourd'hui, seulement 15% de tous les vêtements, et c'est un chiffre généreux, sont recyclés. Le reste finit à la poubelle. Il y a environ 35 entreprises dans ce secteur des fibres nouvelle génération qui sont sur le point de se développer à un niveau industriel comme celui-ci. Et c'est une nouvelle piste pour la mode qui va certainement permettre de réduire l'impact de cette industrie. Alors Corentin, il y a plus simple que le recyclage des vêtements, c'est tout simplement de porter des vêtements qui ont déjà été portés. C'est la controverse de notre atelier. Oui, et je vais l'illustrer par un petit conseil mode. On n'en donne pas assez dans 27. Je parle sous votre contrôle d'Anna Thomas parce que je l'ai lu dans Vogue. Nora, 2022 a sonné le grand retour du pantalon patte d'éléphant. Pour être plus exact, pour les spécialistes, c'est le pantalon flair qui est à mi-chemin, nous dit Vogue, entre le bootcut et le patte def. Et si comme moi vous n'y connaissez rien, vous n'y voyez aucune différence. Regardez. Voilà. Donc c'est ce retour-là. Donc du coup, est-ce que... On n'a pas parlé de l'imprimé Jungle qui est de retour mais aussi. Qui revient aussi. Alors il revient un petit peu souvent celui-là. En tout cas, est-ce qu'on va pouvoir porter les habits donc, de nos grands-parents, de nos parents? Est-ce que la seconde main finalement va nous sauver des méfaits de la fast fashion? C'est pas si simple, nos invités n'étaient pas d'accord. Jusque dans les années 90, les vêtements étaient quand même plutôt de bonne qualité. Et à cette période-là, on utilisait encore de la laine, mais de qualité. On utilisait encore du coton de qualité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les fibres, elles se sont considérablement raccourcies, ce qui fait que le vêtement est de beaucoup moins bonne qualité. Une des vraies solutions, c'est la seconde main et se diriger vers de la seconde main, en fait, qui date un peu. Aujourd'hui, on voit un peu tout dans la rue. Donc ça veut dire qu'on peut très bien remettre des vêtements de nos parents, de nos grands-parents. Donc ça, en fait, ça permet de moins, on va dire, garnir sa garde-robe de nouveautés. Je viens du Ghana et j'y ai grandi. Le Royaume-Uni nous envoie 50 millions d'articles de seconde main, des vêtements qu'on a jetés ou qui n'ont même pas été portés. Et ça arrive spécifiquement au marché de Katamanko, à Accra, qui est l'un des plus grands marchés de seconde main de l'Afrique de l'Ouest. Mais en réalité, environ 40% de ces habits ne sont pas d'assez bonne qualité pour être revendus. Et donc, ils finissent dans des décharges. Et pour le reste, grâce à l'inventivité des Ghanéens, il y a une vraie économie de la seconde main qui s'est créée. Ama qui nous dit que le Ghana est désormais recouvert par les vêtements de seconde main. Donc ça veut bien dire finalement que ce n'est pas non plus une solution. Anna Thomas? Non. Et c'est déchirant parce que ces pays avaient leur propre commerce de mode, leur propre mode local. Ils tissaient des tissus, les imprimaient, c'était très coloré. Ils cousaient, avaient des tailleurs, des couturières. Et tout cela est révolu maintenant. Tout le monde fait le tri parmi tous nos restes. Et vous voyez quelqu'un qui se balade dans la rue avec un t-shirt des Dallas Cowboys en plein milieu de l'Afrique.
Mais il y a une solution en Afrique. Je connais un jeune designer qui prend ses vêtements, les retaille et les transforme en nouveaux vêtements qu'il revend aux États-Unis et à des clients européens. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Et il y a beaucoup de designers qui travaillent avec les vêtements inutilisés, qui les transforment pour en créer de nouveaux. Oui, mais alors, justement, Corentin, si on achète aussi autant de vêtements et s'il est aussi facile de nous en vendre, hein, c'est aussi parce que, finalement, on tourne un petit peu autour de cette idée, c'est qu'ils construisent une partie de notre identité. Oui, c'est ce que dit notamment la psychologue américaine Caroline Mayer. Selon elle, si nous achetons autant d'habits, c'est parce que nous ne les achetons pas pour nous, mais pour une version idéalisée de nous-mêmes. Et parfois, on rentre à la maison et puis ça correspond pas, on s'est un petit peu trop idéalisé. Selon l'expression consacrée, si certains ont un dressing plein mais rien à se mettre, c'est parce que quand ils regardent leurs habits, ils ne contemplent pas seulement leurs habits, mais aussi le fantôme de la personne qu'ils aimeraient être, de l'identité qu'ils aimeraient avoir. Oui, cette image idéalisée de nous-mêmes doit être changée. Comme je l'ai déjà dit, la mode rapide doit se démoder. C'est ça le chemin que nous devons suivre. C'est par l'éducation, par les médias. Dana a parlé de la princesse de Galles qui continue de nous envoyer des messages précis en ce sens. Ainsi, tout comme pour l'énergie, nous sommes arrivés à une situation où l'énergie fossile ne devrait plus être utilisée. C'est un exemple pour ce que l'on doit faire à l'avenir en ce qui concerne la fast fashion. Écoutez, soyons sobres et faisons en sorte de rendre la fast fashion ringarde. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir un petit peu expliqué quels sont les enjeux qu'il y a derrière et à quel point la régulation est nécessaire. Merci Corentin. Merci. Et justement, tout de suite, c'est le grand entretien. Je reçois le sociologue de la mode, Frédéric Godard. On va parler de ce rapport à l'identité. Professeur et chercheur à l'école de commerce INSEAD, docteur en sociologie de l'université Columbia à New York, Frédéric Godard analyse la mode et ses codes depuis près de 20 ans. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont La mode déshabillée. De l'identité sociale au culte des modèles ou des grands couturiers, de la tendance claquette-chaussette à la classique petite robe noire, le vêtement est avant tout, pour lui, porteur d'identité. Bonsoir Frédéric Godard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous étudiez la mode sous toutes ses coutures depuis près de 2 décennies. Quand est-ce qu'a eu lieu la bascule sur la fast fashion ? Une accélération de la mode. Alors je dirais que le terme lui-même, il est pas si récent que ça, on va dire milieu des années 90. Dans un article du New York Times, apparemment, donc terme fast fashion, qui a été ensuite traduit en français la mode rapide. Mais les marques de fast fashion elles-mêmes, Zara, H&M, etc., elles ont été créées bien avant. Hein. Donc Zara dans les années 70 était là, les années 40, H&M était là. Ce qui s'est passé aussi récemment, ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène s'est accéléré avec l'émergence de l'ultra fast fashion. L'ultra fast fashion. Ah, il y a encore plus en plus vite. Je sais pas où on va. Et ça, c'est Internet, c'est les modèles d'entreprise. On pense à Shine qui vient de Chine notamment, c'est ça ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la fast fashion, elle est apparue parce qu'en fait, il y a déjà une demande de la part des consommateurs et consommatrices d'avoir de plus en plus de styles, mais en plus des techniques de production de plus en plus efficaces. L'idée était quand même à la base de retrouver ce qu'on voyait sur les podiums lors des Fashion Week, hein, donc des semaines de la mode, très vite, de manière un peu détournée dans ces magasins, mais 52 micro-saisons. Est-ce qu'on n'est pas dans un modèle qui marche sur la tête ? Alors effectivement, ce qui est incroyable, c'est que l'aspect créativité, c'est pas nécessairement présent dans la fast fashion. Et c'est ça qui fait sa distinction, c'est qu'en fait, ils n'ont pas à travailler sur ces aspects. Ils vont s'inspirer de ce que font les grandes maisons et ensuite produire très rapidement et s'adapter instantanément à ce que demandent les consommateurs et les consommatrices. 52 saisons, c'est problématique pour pas mal de raisons, donc l'impact sur l'environnement, mais aussi en interne dans l'industrie, une pression intense qui crée des burn-out et qui a un impact sur tout le monde en fait. Oui, et on en a parlé longuement en fait pendant notre débat des conditions de travail pour les usines qui sont en général à l'autre bout du monde. Mais pourquoi nous, consommateurs, on est dans cette optique de consommer toujours plus ? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? La fast fashion, là, ça vient du prêt-à-porter, donc une révolution déjà dans les années 60. Plus de styles sont disponibles, mais à l'époque, quand même, c'était la mode des créateurs et des créatrices, donc il y avait cet aspect créatif qui était là. Mais avec l'individualisation, la démocratisation, on a besoin de plus de styles, on a besoin d'adapter notre identité en permanence. Et la mode arrive et nous offre ça, si vous voulez. C'est une manière de s'affirmer.
C'est une manière de s'affirmer, c'est une manière d'être quelqu'un dans une société qui change en permanence, avec des groupes ou des sous-cultures qui deviennent de plus en plus complexes, il y en a de plus en plus, et les individus doivent naviguer cet espace. Et c'est très compliqué pour eux, et la mode apporte une réponse. Il n'y a pas que la mode, hein, il y a aussi l'alimentation, la façon dont on parle. Ça veut dire qu'on est dans une dimension, si je tire ce fil, presque communautaire. Il faut s'affirmer encore plus. Donc là-dedans, il y a les régimes alimentaires, il y a les tatouages, il y a la mode. C'est comment on adopte les codes d'une communauté pour s'affirmer en tant qu'individu? Alors c'est culturel, identitaire, communautaire. Et donc effectivement, en tant qu'individu, on va s'affirmer, mais on ne peut pas non plus s'affirmer tout seul. Et donc c'est là qu'on va s'accrocher à une communauté. Et à partir de là, on va exprimer à travers la mode cet aspect identitaire. Est-ce à dire en fait qu'on n'est plus en capacité d'exister dans sa singularité parce qu'on est, mais parce qu'on représente? Alors c'est tout le paradoxe de la mode, c'est non seulement on veut s'exprimer, effectivement c'est quelque chose où on se projette vers le monde, vers la société, mais c'est aussi une contrainte. C'est-à-dire que quand on veut rejoindre une sous-culture ou un groupe, il y a des codes, il y a des couleurs qu'on peut porter, qu'on ne peut pas porter, des types de vêtements. Et donc vous avez un exemple? On peut parler de plusieurs sous-cultures. J'aime bien l'exemple des punks, par exemple. Des punks, mais évidemment. Forme de liberté exceptionnelle, on s'oppose à la société, etc. Mais même dans une sous-culture comme ça, il y a des codes, on ne va pas s'habiller n'importe comment. C'est une manière aussi de se reconnaître avec les individus qu'on a en face de soi. Il y a une dimension de tribu. Il y a une dimension de tribu et de soutien, en fait. Les individus ne peuvent pas survivre tout seuls, en fait. Surtout dans un monde où les frontières traditionnelles s'estompent ou deviennent hybrides. Et donc là-dessus, on a besoin de ce groupe. Et c'est vrai que la mode, c'est une façon aussi de créer un lien avec l'autre. Donc, on projette notre identité, mais on projette notre identité sous contrainte des autres. Et c'est ce jeu, en fait, entre les deux qui est au cœur de la mode. Et ça, c'est ce que la fast fashion et la mode en général a très bien compris. La mode, historiquement, effectivement, elle vient de là. Hein. Donc, on va dire que c'est la matrice de l'obsolescence programmée, ce changement permanent dont on n'a pas besoin, qu'on voit maintenant dans nos téléphones portables. Hein. Donc, on change tous les 2 ans. Il y a aussi une forme de récompense psychologique à acheter quelque chose de nouveau. Donc, c'est une façon de se mettre à jour. Et en tant que tel, c'est plaisant. Voilà. Donc, on est dans de la micro-récompense, dans un monde qui est aussi un peu aride, disons-le. C'est ça, c'est une micro-récompense. C'est se faire plaisir, mais c'est aussi créer un lien avec l'autre. Et en fait, il y a ces 2 dimensions. Donc la récompense, elle vient de là. En achetant, je me valide moi-même, les autres me valident et tout va bien. Et ça, c'est aussi intéressant parce que finalement, on parle aujourd'hui de fast fashion, d'ultra fast fashion, mais pour autant, on a dans la mode aussi une dimension intemporelle. On pense à des pièces comme des sacs chez Hermès ou Vuitton, on pense à la petite robe noire d'Yves Saint Laurent. On est dans quoi? Dans une société qui est en train de se fracturer entre ceux qui peuvent s'offrir l'intemporel et les autres. C'est vrai que l'intemporel est plutôt du côté du luxe. Hein. Mais maintenant, ces éléments sont devenus des formes d'investissement. Parce qu'il y a aussi l'arrivée de la mode vintage, quelque chose de relativement nouveau quand même. C'est vrai que c'est un placement, hein, pour le coup. Acheter un sac de luxe. Birkin, c'est plus intéressant que d'investir dans les cryptos. Ah, mais complètement. Donc il fallait investir là-dedans. Mais c'est pareil dans l'horlogerie avec les montres. On va pas citer des marques, mais on les connaît. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un investissement. Ce qu'on voit aussi, c'est la dimension du vintage qui revient. Cette idée justement d'aller s'habiller en seconde main, d'aller chercher justement des grandes pièces sur un second marché. Là aussi, c'est une mode qui revient. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une quantité de textiles et de vêtements qui est disponible à l'heure actuelle, qui est extravagante. Certains collègues ont évalué qu'on pouvait tenir, si on stoppait la production textile aujourd'hui, on pourrait tenir 1 ou 2 générations avec ce qui existe, juste en surcyclant ou recyclant. On peut aujourd'hui tenir 2 générations. 1 ou 2 générations, il faut voir les calculs, les chiffres, mais c'est avec juste ce qui a été produit aujourd'hui. Il faut concevoir la quantité de textiles et de vêtements qui est disponible à l'heure actuelle, et c'est inimaginable en réalité. Et donc on pourrait simplement s'appuyer là-dessus, reprendre les styles passés, les améliorer, les vêtements, les entretenir mieux, et on pourrait s'en sortir de cette façon-là. Après, on peut créer des emplois autour du vintage. Entretenir, recoudre, transformer. Il y a des créatrices comme Marine Serre qui font ça très bien aussi. Donc, il faut suivre son exemple. Là-dedans, l'enjeu, c'est que j'ai presque envie de dire, ça veut dire que potentiellement, il faut détruire ce système de fast fashion si on va dans cette logique. Alors, on peut dire transformer. Vous n'êtes pas pour la destruction. Voilà, on parle de destruction créatrice dans l'économie Schumpeter, mais je veux dire transformer en fait. Et on peut envisager que ces marques de fast fashion puissent trouver un filon économique extraordinaire dans la réinterprétation ou la réutilisation des vêtements qui existent déjà. L'upcycling.
par exemple. Upcycling, voilà. Ça marche très bien et pourquoi pas. Je pense que les premières marques qui vont commencer à se lancer là-dedans ne vont pas le regretter. Donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, soyons plus sobres et faisons en sorte de trouver notre propre style. Merci beaucoup, Frédéric Godard. Merci d'être venu à nous. Merci à tous. Voilà, 27, c'est fini pour aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, nous discuterons d'arnaque en ligne, de corruption en politique ou encore d'épargne. 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors, n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.